Pourquoi certaines personnes rient-elles de l'absurde, de l'inconfort, voire de la douleur? Pourquoi certaines blagues font-elles rire les uns et laissent-elles les autres totalement silencieux? Est-ce seulement de l'humour ou un signe de la manière dont fonctionne réellement votre esprit? Derrière chaque rire se cache un mécanisme psychologique occulte. Certains types d'humour révèlent l'intelligence, d'autres des défenses émotionnelles, et certains montrent comment nous gérons le chaos du monde. Restez, car ce qui vous fait rire en dit bien plus sur vous que vous ne l'imaginez. Le rire ne survient pas par hasard, jamais. Chaque fois que quelque chose nous semble drôle, le cerveau résout une contradiction, une tension ou une rupture inattendue de la logique quotidienne. L'humour naît exactement là, au moment où l'esprit détecte que quelque chose ne colle pas, mais ne représente pas non plus une menace réelle. D'un point de vue psychologique, l'humour est une manière sûre de faire face à l'absurdité de la vie. Nous rions lorsqu'une situation enfreint les règles, mais le fait sans danger. Ce rire est un signal interne, je peux comprendre cela même si ça n'a pas de sens. C'est pourquoi tout le monde ne rit pas de la même chose. Certains trouvent leur bonheur dans l'humour simple et direct, tandis que d'autres ne réagissent que lorsqu'il y a de l'ironie, de l'ambiguïté ou un sens caché. Cette différence n'est pas fortuite, elle est profondément liée à la façon dont chaque esprit traite l'information, gère l'inconfort et tolère l'incertitude. L'humour, en réalité, fonctionne comme un miroir psychologique. Il reflète la manière dont nous interprétons le monde, comment nous réagissons à l'imprévisible et comment nous protégeons notre stabilité émotionnelle. Dans les situations difficiles, le rire peut devenir un outil de survie mentale, un moyen de reprendre le contrôle quand la réalité semble trop chaotique. Mais ici surgit une question clé: si l'humour en dit tant sur notre esprit, que dit exactement le type d'humour qui nous fait le plus rire? Pour le comprendre, il est nécessaire d'aller plus loin et d'analyser comment différents styles d'humour activent des processus psychologiques très différents. Tout rire ne naît pas de la joie. Dans bien des cas, rire est une façon de se protéger. En psychologie, l'humour fonctionne souvent comme un mécanisme de défense, une barrière émotionnelle qui adoucit ce qui est inconfortable, douloureux ou difficile à accepter. Lorsqu'une personne utilise l'humour pour parler de sujets sensibles, son esprit crée une distance émotionnelle. Le rire réduit l'intensité de l'impact psychologique et permet d'aborder des situations complexes sans se sentir complètement exposé. Ce n'est pas une fuite, mais une stratégie d'adaptation. Ce type d'humour apparaît fréquemment chez les personnes ayant vécu une tension émotionnelle prolongée. En plaisantant sur leurs propres difficultés, elles transforment la vulnérabilité en quelque chose de gérable. Le rire devient une forme silencieuse de contrôle. Là, si je peux en rire, cela ne me domine pas. Cependant, tous les styles d'humour défensif ne se valent pas. Certains sont doux et empathiques, tandis que d'autres peuvent être ironiques, sarcastiques ou même sombres. La différence réside dans le niveau de traitement émotionnel. Plus l'humour est élaboré, plus la capacité de l'esprit à observer la réalité sous de multiples perspectives à la fois est généralement élevée. Ici surgit un autre point important. L'humour ne protège pas seulement, il révèle aussi quelles émotions nous évitons d'affronter directement. Quand quelqu'un rit constamment face à des situations sérieuses, la question n'est pas de savoir pourquoi il rit, mais ce qu'il essaie d'amortir. Le rire, dans ce contexte, agit comme un filtre psychologique qui nous permet de continuer sans s'effondrer. Mais si l'humour peut être une défense, que se passe-t-il lorsqu'il devient une forme d'analyse profonde de la réalité? Cela nous amène au niveau suivant. Il existe une différence claire entre faire des blagues et comprendre l'humour. Le premier peut être impulsif, le second exige de la perception, de l'analyse et une lecture fine de l'environnement. Du point de vue de la psychologie cognitive, l'humour complexe est étroitement lié à l'intelligence abstraite. Pour qu'une plaisanterie fonctionne, le cerveau doit identifier des schémas, briser des attentes et connecter des idées qui en apparence ne sont pas liées. Tout cela se produit en quelques fractions de secondes. C'est pourquoi les personnes qui utilisent un humour plus subtil possèdent souvent une grande capacité d'observation. Elles perçoivent des contradictions que d'autres ignorent. Donc les incohérences sociales, les tensions émotionnelles et les doubles sens cachés dans les conversations quotidiennes. Ce type d'humour ne cherche pas seulement à provoquer le rire. Bien souvent, il tente de souligner quelque chose de plus profond, une vérité dérangeante, un paradoxe humain ou une hypocrisie collective. Le rire apparaît comme une conséquence, non comme l'objectif principal. De plus, l'humour intelligent requiert une maîtrise de soi émotionnelle. Pour plaisanter sur des situations complexes sans perdre sa clarté, l'esprit doit maintenir une certaine distance interne. Cette distance permet de réfléchir alors que d'autres ne font que réagir. Ici apparaît un point clé: les personnes
personnes dotées de ce type d'humour ne sont pas déconnectées émotionnellement, mais ont appris à traiter la réalité depuis un niveau plus élevé. Leur rire ne nie pas le sérieux du monde, il le traduit, et c'est précisément pour cela que tout le monde ne se sent pas à l'aise avec ce style d'humour, parce qu'il oblige à réfléchir. Mais que se passe-t-il lorsque ce type d'humour commence à affecter la manière dont une personne interagit avec les autres? C'est là que surgissent les véritables conséquences. À mesure que ce type d'humour devient une partie naturelle de la personnalité, quelque chose commence à changer dans la façon de se rapporter aux autres, pas de manière visible, pas de façon immédiate, mais de manière constante. Les personnes ayant une pensée plus profonde éprouvent souvent un fossé social silencieux, non pas parce qu'elles se considèrent supérieures, mais parce qu'elles traitent la réalité à une vitesse et sous un angle différent. Alors que beaucoup recherchent des conversations légères et elles perçoivent des couches cachées, des contradictions et des nuances émotionnelles qu'elles ne peuvent pas toujours exprimer sans gêner. L'humour, à ce stade, devient un filtre. Il sert à mesurer qui comprend et qui ne comprend pas. Lorsque une plaisanterie passe inaperçue, elle ne génère pas de rire, mais du silence. Et ce silence, répété de nombreuses fois, finit par instaurer une distance. Ce n'est pas un rejet explicite, mais une déconnexion graduelle. De l'extérieur, ces personnes peuvent paraître réservées ou même distantes. En réalité, elles protègent leur vision du monde. Elles ont appris que tous les esprits ne sont pas disposés à questionner, réfléchir ou rire de vérités inconfortables. Ici apparaît un paradoxe important. Plus la profondeur mentale est grande, plus la connexion superficielle devient difficile. Cela ne signifie pas un isolement total, cela signifie une sélection. Les conversations deviennent plus rares, mais aussi plus significatives. Le cercle social se réduit, mais la qualité émotionnelle augmente. Cependant, cette sélection a un coût. Le sentiment de ne pas s'intégrer complètement dans la plupart des environnements peut générer une solitude intérieure, même en étant entouré de gens. Et alors surgit une question inévitable. L'humour intelligent est-il une force sociale ou un fardeau émotionnel? La réponse commence à se révéler au niveau suivant. Avec le temps, l'humour cesse d'être seulement une forme d'expression intellectuelle pour se transformer en un bouclier. Pas un bouclier visible, mais un bouclier psychologique. De nombreuses personnes dotées d'un esprit analytique profond utilisent l'humour pour gérer des émotions qu'elles ne savent pas ou ne veulent pas d'être exprimées directement. L'ironie, le sarcasme ou l'observation aiguisée deviennent une voie sûre pour libérer la tension interne sans trop s'exposer. Rire d'une situation difficile est, dans de nombreux cas, une forme de contrôle. Celui qui comprend la complexité de la vie comprend aussi sa fragilité. Et quand cette fragilité pèse, l'humour agit comme un amortisseur émotionnel. Ce type d'humour ne nie pas la douleur, il la reconnaît, l'observe et la transforme en quelque chose de gérable. De l'extérieur, cela peut ressembler à de la froideur émotionnelle, mais à l'intérieur, c'est le contraire qui se produit. Il existe une intense activité émotionnelle, soigneusement contenue. Ces personnes ressentent profondément, mais elles ont appris que le montrer sans filtre peut les rendre vulnérables dans des environnements qui ne savent pas soutenir cette profondeur. L'humour remplit alors une double fonction. Il protège et communique en même temps. Il protège parce qu'il évite les confrontations émotionnelles inutiles. Il communique parce qu'il laisse des indices subtils pour ceux qui savent écouter. Cependant, ce mécanisme a aussi ses limites. Lorsqu'il est utilisé constamment comme défense, il peut empêcher des connexions plus ouvertes. La peur n'est pas celle du rejet, mais celle d'être mal interprétée. Ici surgit un conflit interne. Continuer à utiliser l'humour comme une barrière ou risquer une expression plus directe. Cette tension ne se résout pas facilement. En fait, elle accompagne ces personnes durant une grande partie de leur vie adulte et il reste encore un aspect clé à comprendre, comment cette forme d'humour influence l'identité et la perception de soi. Lorsqu'une personne passe une grande partie de sa vie à observer en silence, son identité ne se construit pas à partir de l'action impulsive, mais à partir de la compréhension profonde. Elle ne se définit pas par ce qu'elle fait rapidement, mais par ce qu'elle comprend avec clarté. Ces personnes développent une image interne très solide de qui elles sont, bien qu'elles ressentent rarement le besoin de le prouver. Elles ont appris que la validation externe est volatile, alors que la cohérence interne est stable. Cependant, cette forme d'identité a un prix. À force d'observer tant les autres, elles deviennent aussi extrêmement conscientes de leurs propres contradictions. Elles s'analysent avec la même précision qu'elles analysent le monde. Chaque décision est des remises en question, chaque émotion est passée en revue, chaque erreur est amplifiée. Cela ne naît pas d'une insécurité, mais d'une exigence interne élevée.
elles savent ce qu'elles pourraient être. Et cette conscience n'est pas toujours confortable. Dans de nombreux cas, elles ont l'impression de vivre entre deux versions d'elles-mêmes, celle que le monde voit, calme, réfléchie, voire distante, et celle qui existe intérieurement, intense, critique, remplie de questions sans réponse immédiate. C'est pourquoi la solitude n'est pas toujours ressentie comme une absence. Parfois, elle est perçue comme le seul espace où les deux versions peuvent coexister sans conflit. L'identité, dès lors, ne se définit pas par des étiquettes externes, mais par un récit interne soigneusement construit. Un récit qui ne cherche pas l'approbation, mais le sens. Mais ici apparaît une question inévitable. Que se passe-t-il lorsque cette identité, si soigneusement formée, entre en contact avec un monde qui valorise la rapidité plus que la profondeur? La réponse à cette question marque un tournant important, et c'est précisément là que commence la dernière partie du voyage. Le problème n'est pas que ces personnes ne sachent pas vivre avec le monde. Le problème est que le monde sait rarement les attendre. Nous vivons dans une culture qui récompense la rapidité, l'exposition constante et les réponses immédiates. Un environnement où trop réfléchir est perçu comme une faiblesse et où le silence est souvent confondu avec un manque de courage. Pour ceux qui ont construit leur vie à partir de l'observation profonde, ce choc est inévitable, non pas parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter, mais parce que le faire impliquerait de se trahir. Participer à des conversations superficielles leur est épuisant. Concourir pour attirer l'attention leur semble vide. Feindre des certitudes qu'ils ne ressentent pas va à l'encontre de leur nature. Et ainsi, peu à peu, ils commencent à se retirer, non par rejet du monde, mais par fidélité envers eux-mêmes. De l'extérieur, cela peut être interprété comme de l'isolement. De l'intérieur, c'est une forme de protection. Ils protègent leur clarté mentale, ils protègent leur sensibilité, ils protègent leur manière unique de comprendre la réalité. Avec le temps, ils découvrent une chose essentielle: ils ne sont pas seuls par manque de compétences sociales, mais parce qu'ils ont besoin de connexions qui respectent leur profondeur. Ils préfèrent peu de liens réels à de nombreuses relations superficielles. Ils préfèrent le silence partagé aux paroles vides, et quand ils trouvent enfin quelqu'un qui écoute avec la même attention qu'ils observent, la connexion est immédiate, intense et durable, parce qu'ils ne cherchent pas la quantité, ils cherchent la résonance. La solitude alors cesse d'être un manque et se transforme en une étape, une phase nécessaire pour filtrer, comprendre et choisir avec conscience. La véritable question n'est plus de savoir pourquoi ils ont peu d'amis, la véritable question est combien de personnes osent réellement vivre avec cette profondeur.